Bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'À plus d'un titre. Je ne sais pas le combientième, ça doit être le 1658e, Jacques. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, avec Marc Hiver à la réalisation technique. Notre invité aujourd'hui, Serge Tachon, pour ce livre qui s'appelle Floc, Garbure et Coup fourré, Charles Exbraya visite les Landes, aux éditions Le Geste Noir. Alors c'est un titre un peu étonnant et c'est l'occasion d'évoquer cette journée du mercredi 22 consacrée à Charles Exbraya. Vous étiez parti, Jacques, avec les associations qui maintiennent le souvenir bien vivant de Charles Exbraya pour un colloque. Mais en fait, ça a été une journée d'amitié, de rencontres passionnantes. Vous êtes heureux ? Ben voilà, parce qu'on avait prévu trois rencontres. Une à Saint-Étienne autour de Exbraya et le cinéma. Alors, à la Cinémathèque et puis Saint-Étienne, puisque Exbraya est né à Saint-Étienne. Et puis, la deuxième à Planfoy, puisqu'il y a passé une partie de sa vie et où il y a écrit la plupart de ses romans policiers. Donc là, on a fait le déjeuner et puis 2 rencontres autour de Charles Exbraya et la littérature. Et puis ensuite, nous sommes passés, bien sûr, à l'Arbre Exbraya et nous sommes remontés sur Tarentaise, là où il a passé sa jeunesse, en passant par le Curtil, justement, qui était la petite maison où il a passé sa jeunesse. Donc on a fait le tour un petit peu de sa vie comme ça et on a eu la chance d'avoir des gens de l'extérieur et en particulier son petit-fils qui est venu de Londres exprès, exclusivement pour ça. Et puis des anciens prix. Jean-Noël Blanc, puisqu'il est lui, stéphanois, c'était pas très compliqué. Il est même venu en vélo, comme d'habitude. Voilà. Et puis Françoise Henry, qui elle a eu le prix beaucoup plus tard, qu'on a revu elle souvent dans le cadre des concours de nouvelles où elle a été marraine en particulier, qui est un petit peu stéphanoise mais qui habite quand même Paris et qui nous a donné son point de vue. Et puis on a eu des éditeurs aussi. Voilà, alors c'est vrai que la présence de Stéphane Barsac, petit-fils d'André Barsac, le nom vous dit sans doute quelque chose, un homme de théâtre qui a été très important dans les années 20 et qui est éditeur chez Albin Michel, l'éditeur historique de Charles Exbraya, qui vient même qui a réédité Jules Matra, enfin voilà. Oui, et puis alors en plus, Jules Matra vient d'être édité, mais Jules Matra avait d'abord été édité chez Gallimard, ensuite il a été réédité chez Albin Michel, et puis il le sera édité en bande dessinée dans 15 jours, et on a eu la chance d'avoir les planches qu'on a pu présenter à Planfoy. Qui sont impressionnantes. Très impressionnantes. Les planches du premier volume. Du premier volume. Il y aura plusieurs volumes. Voilà. Donc, nos plateaux étaient très, très remplis. La Cinémathèque avait fait un très joli travail pour nous présenter quelques extraits, soit de films, soit de bandes-annonces. Quelques-uns des films dont Exbraya avait été scénariste ou dialoguiste ou auteur. Voilà. Et puis aussi un extrait très sympa de Michel Durafour parlant chez vous d'ailleurs. Vous avez reconnu, c'était chez vous. Je me suis rendu compte que c'était chez moi, je ne le savais pas. Voilà, de ces liens amicaux mais vigoureux avec Exbraya, puisque dit-il, on était très amis puisqu'on était d'accord sur rien. Voilà. Et que c'est intéressant d'être d'accord sur rien pour être amis. Et puis aussi un entretien que j'avais eu la chance. Et puis Durafour lui avait remis la Légion d'honneur. Et Exbraya avait dit ce jour-là, quand j'avais 6 ans, on m'avait donné la médaille en sortant de l'école. J'étais fier de traverser la place Marengo avec cette médaille. Eh bien, je crois que je l'aimais mieux que celle que tu viens de remettre aujourd'hui. Voilà, toujours le côté un peu grognon, un peu humoriste, voilà, provocateur, se moquant de lui. Et puis moi, j'avais pu avoir Pierre Gagnère qui a évoqué ses quelques souvenirs du pré-Exbraya et surtout son amour pour notre ville. C'est extrêmement touchant. Et puis, Michel Balmont, professeur de cinéma, Antoine Ravat, responsable de la Cinémathèque, Geneviève Saby qui avait fait tout ce montage, reconstitution du travail. Et puis, j'allais dire cerise sur le gâteau, Serge Tachon,
l'encyclopédie Ex-Brailla. On peut vous présenter comme ça, Serge. Ah oui, c'est un honneur de me présenter ainsi, tout à fait. Voilà, alors l'émission va être consacrée à votre roman, votre livre, Floch, Garbure et Coufouré, Charles Ex-Brailla visite les Landes, mais on va d'abord visiter, si j'ose dire, Serge Tachon. Oui, alors Serge Tachon, vous êtes né à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Vous êtes correspondant de presse pour le quotidien Sud-Ouest. Oui. Et puis, votre passion pour la littérature s'est déclenchée un jour quand la télévision est tombée en panne chez vos parents. Exactement, ils m'ont fait le coup de la panne. Voilà. C'est pas possible, racontez-nous. Le téléviseur est tombé en panne et mes parents n'ont pas voulu le remplacer, tout simplement. Donc il s'est fallu, mis à la lecture comme ça. Voilà. Oui, je me suis mis en marche forcée au début parce que j'avais pas l'habitude, j'avais jamais trop lu de bouquins. Et puis j'ai bien été obligé de chercher quelque chose à lire parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Je suis né dans une cité HLM, je ne pouvais pas sortir dehors. Donc je me suis dit, il faut que je me mette à lire. Et je m'y suis mis avec la bibliothèque verte pour les enfants. Les enfants. Voilà, pour la jeunesse. Vous aviez quel âge là ? J'étais tout gamin, j'avais 8-10 ans. Oui, dans ces eaux-là, oui, dans 7-8. CM2, voilà. Comme quoi, le CNL c'est se ça. pose des questions, comment faire lire les gens. C'est pas compliqué. Simple. Il faut foutre la télé en panne et puis c'est tout. C'est pas bien compliqué. Les télés, les réseaux, il y a beaucoup de choses. À l'époque, il n'y avait pas Internet, Exactement. il n'y avait pas de jeux vidéo, donc il ne me restait plus que les livres. Donc, bibliothèque verte. Heureusement que la télé est tombée en panne. Génial. Bibliothèque verte. Et puis Oui. au collège. Au collège, voilà, j'ai voulu passer au roman policier pour adultes. Donc, j'ai exploré un peu la bibliothèque du collège. Et dans la bibliothèque du collège, il y avait du Charles Ex-Brailla. Et je suis tombé dessus par hasard parce que je ne le connaissais absolument pas. Et le premier roman de lui que j'ai lu, c'était Une petite morte de rien du tout. Voilà. Et alors ça, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que ce roman policier, je me suis dit, mais waouh, quelle inventivité. Waouh, effet waouh. Les jeunes disent aujourd'hui l'effet waouh. C'est l'effet waouh, tout à fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cet auteur qui me pond une histoire à la fois sérieuse, avec une intrigue, avec du suspense, et puis avec une inventivité. Parce que dans cette histoire, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais l'enquêteur est confronté au manque de preuves. C'est-à-dire qu'il sait qui a fait quoi, enfin à peu près, mais il n'a aucun moyen de le prouver. Et ses supérieurs, eux, lui demandent des preuves. Il n'a pas de preuves, il va s'en arranger. Et j'ai trouvé ça tellement inventif. J'ai dit, il faut que je continue à lire du Charles Ex-Brailla. Et j'ai continué à lire du Charles Ex-Brailla. Alors, on parlait de la bibliothèque pour les enfants, mais ça me semble très intéressant de souligner que dans les bibliothèques, médiathèques, CDI, centres de documentation, etc., il faut qu'il y ait des livres comme ça. C'est-à-dire des livres qui sont des livres pour adultes. Il n'écrivait pas pour la jeunesse. Non, pas du tout. Non. Des livres pour adultes et qui vont permettre aux jeunes de grandir, de se sentir respectés et de découvrir la littérature, une littérature de divertissement, mais de qualité. Voilà. Et d'autant plus que Ex-Brailla a contenté ma soif de romans policiers, mais la chose extraordinaire, c'est qu'il m'a ouvert les portes de la littérature. Parce que très vite, j'ai vu que Ex-Brailla écrivait autre chose que du roman policier. Et très vite, alors là, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'ai lu Jules Matra, Un matin, Sanala, La route est longue, Jessica. Enfin, j'ai lu tous ces autres romans qui n'étaient pas des romans policiers. Donc, c'est sa double casquette. Ça fait quand même 140 livres. Ouais. Ah oui, mais alors je ne les ai pas tous, lus d'un coup. Mais je veux dire, voilà, le fait qu'il écrive autre chose que du roman policier m'a amené aussi indirectement à la littérature blanche, ce qu'on appelle la littérature blanche. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai que pendant cette journée, on a découvert des aspects de Charles Ex-Brailla parfois inconnus, que même ceux qui avaient vécu avec lui ou très proches de lui ignoraient. Et cette multiplicité de casquettes, ce côté très raconteur d'histoire, parce que c'est un conteur. C'est un conteur. Et un conteur qui sait susciter l'émotion. C'est ce que je disais hier quand on lit un livre d'Ex-Brailla. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. J'avais l'impression qu'il était à côté de moi et qu'il me racontait l'histoire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de trouver les mots qui déclenchent les émotions. On a envie de lire tout ce qu'il écrit, quoi.
Alors, on vous avait confié une tâche apocalyptique hier, puisqu'on vous avait dit 10 minutes, vous nous faites la bio d'Ex Braya. Parce que ce qu'il y a d'impressionnant et d'un peu triste, c'est qu'il n'y a pas de biographie d'Ex Braya. C'est incroyable quand même. Il y a une autobiographie. Oui, mais voilà, il n'y a pas de travail, disons, à la fois grand public ou éventuellement universitaire, qui nous permettrait de voir cet aspect multicarte. Ah oui. Et donc, vous y êtes collé, et bravo, parce que vous avez réussi le challenge. Et j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, malheureusement. Frustration parce qu'à 10 minutes, c'était pas assez, mais oui, bien sûr. Et c'est ce qui rejoint un peu le travail que j'ai fait en écrivant ce livre, c'est que, outre le fait de relire du Charles Braya, je me suis aussi interrogé sur sa façon de travailler. Et donc, sur Internet, en fait, j'ai trouvé deux interviews. Une pour la radio-télévision suisse et une autre très petite qui est toujours disponible sur l'INA, juste après qu'il est sorti Félicité de la Croix-Rousse, qui se déroule à Lyon. Voilà, il a été interviewé. Voilà, et ces deux interviews mis côte à côte m'ont permis de recueillir quand même pas mal d'informations qui ne sont pas disponibles au tout public. Il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas d'études universitaires, il y a peu de vidéos, il y a peu de... sur la manière dont il travaillait, il y a des témoignages, et peu à peu, vous avez reconstitué aussi l'homme. Oui. L'homme qui a des aspects inconnus. On a découvert hier qu'il a fait de la résistance. Oui, oui. Dans la Nièvre, à l'époque où il était au Journal du Centre. Il est resté un certain nombre d'années. Il est resté rédacteur en chef du Journal du Centre pendant 1 an et demi. Et puis après, il a fait des chroniques dans le Journal du Centre jusqu'en 1971. Voilà, mais ce qu'on n'a pas dit hier, il est né place Marengo à Saint-Étienne. Oui. En 1906. 1906. Et il est né dans la maison du bistrot de Paris. Donc il a... Vous voyez le bistrot de Paris. Et il a raté le Renaudot pour une voix. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans cette maison, au moment de la fête du livre, il y a un auteur qui habitait au premier étage, qui s'appelle Jean Colombier, qui lui a eu le Renaudot. Donc, dans cette maison de Saint-Étienne, de la place Jean Jaurès, la place Marengo, plus exactement, pour faire plaisir à Ex Braya, il y a quand même presque de Renaudot. Pas mal. Voilà, c'est pas mal. Pas mal. On a découvert aussi qu'il était passionné, et ça va faire notre transition avec votre livre, par la gastronomie. Il a été critique gastronomique et il était extrêmement fier de ça. Il était presque plus fier de ses reconnaissances gastronomiques que de son prix du roman d'aventure qui pourtant lui faisait plaisir, évidemment. Mais voilà, il tenait à ces prix-là. Alors, on a, grâce à vous et puis à tous ces témoignages, découvert aussi, à la fin de sa vie, un homme vraiment différent dans son intimité, quelqu'un d'extrêmement gentil dans son intimité, manifestement, et pourtant, à l'extérieur, plutôt un peu grognon. Jacques, vous en avez été un peu la victime quand même. Le coup de « Enlivrez-vous ». Ah ben oui. Quand pour la première fête du livre... Vous vous souvenez l'hôtel de ville, Jacques était fier quand même, j'avais fait un grand panneau dans l'hôtel de ville. Enlivrez-vous, c'était un mot qu'on avait inventé à ce moment-là. Enlivrez-vous. Et qui avait la longueur de la mairie et qui avait une hauteur de 5 mètres. Et donc j'emmène Ex Braya, et il regarde et il me dit « Mais qu'est-ce que c'est encore cette connerie que tu m'as faite ?» Voilà. Bon, mais c'était aussi... c'était affectueux. Affectueux, voilà, moqueur et affectueux. Alors, peut-être, dernière question, Serge. Alors, on se l'a posé aussi hier. Il est à la fois un peu dans l'ombre maintenant. Oui. C'est un nom, Ex Braya, ça sonne bien, mais il faut qu'on trouve le moyen de le faire relire aujourd'hui. C'est ça. Alors, quand je suis en signature, en séance de signature, donc il y a les deux camps. Il y a ceux qui ne connaissent pas du tout. Et alors, à ce moment-là, j'ai trouvé le pont de communication en leur parlant du film où a joué Catherine Fro, qui s'appelle Imogène. Alors là, tout de suite, il y a une lumière qui s'allume. Ah oui. Oui, 2010, c'est récent. Il est repassé à la télé. Oui. Puis c'est très bien parce que la jeune génération
voilà. aime bien Catherine Fro, donc l'actrice a permis, voilà, ça permet de repérer qui c'est. Et puis il y a quand même des gens, même dans les Landes, qui le connaissent. Et d'ailleurs, il m'est arrivé de vendre mon livre sur le seul nom Charles-Ex Braya. Des gens qui m'ont dit on connaît Charles-Ex Braya, on a tout lu, on aime, donc on vous fait confiance, alors qu'ils ne me connaissent absolument pas. Super. RCF, Saint-Étienne. Voilà, plus d'un titre. Serge Tachon, Floch, Garbure et Coufouré, Charles-Ex Braya visite les Landes. Alors, vous qui êtes l'encyclopédie Ex Braya, après avoir écrit plusieurs livres, et pas que des polars d'ailleurs, hein, Si, c'est des polars, mais si. de type et de ton Oui, variés. Bien sûr, oui. J'ai écrit notamment un roman policier à caractère social plutôt, qui parle du handicap mental, vous voyez, avec un sujet quand même assez lourd, mais qui, justement, la fiction permet de traiter le sujet en décollant un petit peu de la gravité du thème. Et voilà, donc j'ai voulu faire des choses un peu différentes. Voilà. Et puis, eh bien, vous vous dites, je vais utiliser Serge-Ex Braya comme un personnage de roman. C'est ça, donc il m'est venu l'idée, alors tout est parti d'un jour, il y a quelques années, je me suis dit, j'aimerais bien relire du Ex Braya, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, donc j'ai commencé à en lire certains, et puis tout d'un coup je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas un roman hommage à Charles-Ex Braya? Donc j'en ai parlé à mon éditeur. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut écrire une fiction avec un personnage qui a vraiment existé? Il me dit oui, c'est faisable, sauf qu'il faut pas dire du mal de lui. Ah ben, je dis ça, c'est pas un souci pour moi, c'est pas un problème. Et donc je m'y suis mis. Donc j'ai d'abord cherché une date, une année qui restait plausible dans le fait de faire venir Charles-Ex Braya dans les Landes, puisque je sais qu'il le faisait souvent. Il a été à Périgueux, cette interview le prouve. Il a été passé 3 ou 4 jours à Périgueux avant d'écrire Tout le monde l'aimait. Donc alors l'idée, c'était un voyage de repérage. Un voyage de repérage, parce que j'avais vu cette vidéo et je savais que c'était dans ses habitudes. C'était plausible. Donc j'ai cherché une année, 71. Bon, il est encore au fait de sa notoriété. Donc voilà. Donc j'ai relu tous les polars d'Ex Braya de leur début jusqu'à 1971, ce qui me permet de faire de nombreux renvois en bas de page à ces romans-là. Alors, les renvois en bas de page, c'est un petit bijou, c'est-à-dire soit c'est une citation, soit c'est le renvoi à un livre, soit c'est un fait exact, par exemple le fait qu'il utilisait le dictaphone pour voilà. Je précise quand ce sont des choses authentiques. Voilà. Là, il met authentique. Authentique, voilà. On en est sûr. Et puis alors, une autre coquetterie très, très réussie, c'est que vous écrivez un peu à la Ex Braya, oui, c'est-à-dire avec beaucoup de drôlerie, beaucoup d'humour, mais aussi une petite coquetterie sur le plan du vocabulaire parfois. Ah oui, alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement c'est pour répondre un peu à ceux qui me disent Ex Braya c'est un peu dépassé, aujourd'hui on est en 2024, et moi j'ai trouvé que justement Ex Braya a utilisé un vocabulaire extrêmement riche. J'ai dit mais pourquoi cacher ce vocabulaire? Il faut au contraire le mettre en avant. Donc quand je relisais mes polars d'Ex Braya, je prenais des notes avec tous les mots un peu bizarres. Une haquenée par exemple. Alors j'ai trouvé ça fantastique. Une haquenée, le sens premier, c'est un cheval ou une jument facile à monter. Et dans le sens figuré, c'est une femme laide, voilà, une femme moche. Alors je me suis dit, au lieu d'écrire une femme qui n'est pas belle, j'ai une haquenée, voilà. Ben voilà. Il y a le mot pour le dire. Pourquoi ne pas l'utiliser, au contraire? Mais une petite note quand même. Ah oui, alors voilà, je renvoie à chaque fois que j'emploie des mots comme ça, je mets une note en bas de page pour expliquer ce que ça veut dire, parce qu'autrement, ça serait incompréhensible. Voilà. Par exemple, pendant ces quelques jours consacrés à Ex Braya, nous avons souvent été des commensaux. Oui. C'est-à-dire des voisins de table. Exactement. C'est un beau mot. C'est un très joli mot. D'ailleurs, je ne le connaissais pas, ce mot, je l'ai appris. Donc, voilà. Compagnon de table, pourquoi, ça dit exactement ça. Exactement. Pourquoi ne pas l'utiliser? Alors, votre Ex Braya, vous allez le faire venir chez vous? Alors oui, à Saint-Sevé. Alors dans les Landes, voilà. Alors pourquoi Saint-Sevé? Parce que c'était vraiment... Ça s'écrit ER, hein, Saint-Sever. Voilà. Parfois ça s'écrit Saint-Sever, mais ça se dit... Chez nous on dit Saint-Sevé. Voilà, Saint-Sevé. Voilà. Comme forêt, et non pas forez. Comme petit bois et pas Bohème. Exactement.
Et Saint-Sevé, c'est une cité historique qui renferme de nombreuses choses à voir. Il y a l'abbaye du XIe siècle, par exemple. Voilà. Et puis il y a des lieux, le cloître des Jacobins. Enfin, il y a une immensité de lieux. C'est D'ailleurs, une petite ville, 5000 habitants. c'est une toute petite ville. C'est une toute petite ville, mais alors elle est riche en histoire parce que autrefois elle était Cap de Gascogne. Elle était la première ville. Voilà, Cap au sens de tête. Au sens de tête, tout à Ouais. fait. La première ville où on arrivait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a vraiment des faits historiques. C'est une mine. J'ai pas pu tout écrire, ça aurait été impossible. Mais voilà, je me suis dit, Et c'est puis sur le chemin de Saint-Jacques. exactement. Et je me suis dit, c'est plausible de faire venir Ex-Braya là, parce que curieux comme il est, voilà, des fois il visitait les cathédrales, pas pour la croyance, mais pour l'architecture. Voilà, je me suis dit, c'est tout à fait plausible de l'amener dans cette ville-là. Donc le livre, ça va être tout simplement l'arrivée d'Ex-Braya en voyage de repérage. 3 jours. 3 jours, il reste 3 jours, il va repartir d'ailleurs. Et puis, C'est quand il sera reparti que ça va se gâter. ça va commencer à se gâter. Alors là, à la Ex-Braya, il va y avoir quand même quelques morts. Oui, parce que Ex-Braya, alors c'est ça qui était intéressant et paradoxal chez lui, c'est qu'il s'attardait pas sur les détails macabres, il n'était pas du tout. Mais par contre, ça décanille. Dans ses romans, ça y allait. Hein. Et j'ai trouvé intéressant de reprendre un peu cette construction. Voilà, donc c'est à la manière de. Ah oui, tout à fait. J'ai essayé d'être vraiment imprégné de son univers. Mais enfin, dans la partie du livre où on parle d'Ex-Braya, c'est la présentation des personnages, c'est la présentation des lieux, c'est la présentation des bistrots. Et puis quand tout est présenté, Il peut Ex-Braya partir. s'en va. Et à ce moment-là, c'est le pharmacien qui a des problèmes. Ça commence, voilà. Alors, ce livre, il y a une préface de la fille d'Ex-Braya. Claire Ex-Braya. Alors, ça vous a touché aussi? Ah oui, là, je suis vraiment honoré qu'elle elle a accepté de lire le manuscrit. Bon, elle n'était pas obligée non plus. Et elle a trouvé le livre assez plaisant pour me faire l'honneur de sa préface. Donc, je suis doublement réjoui à ce sujet. Et puis, au début du livre, il y a aussi, si j'ose dire, un mode d'emploi avec le nom des personnages, leurs fonctions. Alors, on n'en a pas besoin finalement. Mais ça se fait maintenant. Je trouve que c'est très intéressant. Et c'est Ex-Braya le faisait, alors pas systématiquement, mais il le faisait souvent quand il y avait beaucoup de personnages. Et j'ai fait exprès de reprendre ce modèle. Voilà. Et même les astérismes dans le livre, c'est les astérismes que Ex-Braya utilisé, les petites cassures dans le chapitre avec les 3 étoiles en triangle. C'était dans les livres d'Ex-Braya. Voilà, le plaisir d'aller jusque-là. RCF Saint-Étienne, à Bourg-Argental, sur le 105.1. Alors évidemment, on ne va pas vous raconter l'histoire. Parce que le charme des livres d'Ex-Braya et le charme du livre de Serge Tachon, eh bien, c'est que cette petite ville de Saint-Sevé, petite ville tranquille des années 70, va être le théâtre d'un certain nombre d'actes délictueux considérables. Mais pour que tout puisse se mettre en place, il va falloir que... il y a un déclencheur. Et ce déclencheur, c'est un trafic de drogue. Oui, c'est mon commissaire dans l'histoire enrage parce que depuis 2 ans, il est à la recherche de trafiquants de drogue et il n'arrive pas à leur mettre la main dessus. Il est un peu comme dans les romans d'Ex-Braya. Il n'a aucune piste, il n'a aucune preuve, ça ne marche pas. Et sa hiérarchie, d'ailleurs, trouve qu'il perd son temps à chercher. Voilà, il ne trouvera pas. Alors, ça aussi, c'était dans Ex-Braya. Souvent, les rapports entre la hiérarchie, entre le supérieur et le subordonné. Voilà, le supérieur. Non seulement, il y a aussi les gendarmes. Oui. Et la police. Voilà. Lui, c'est un policier. Les gendarmes vont être un peu dessaisis de l'affaire parce qu'on veut quand même montrer qu'on s'occupe, on protège la population. Et ce commissaire, il est trop attendrissant parce qu'il est veuf. Il est veuf et il a un fils unique. Donc il est un peu perdu dans la vie et finalement... Il parle à son épouse, à sa Louise, voilà. à sa Louise qui est morte.
C'est ça, il parle à son épouse décédée et il a l'impression qu'elle lui répond, qu'elle le réconforte. Voilà. Et en fait, il se raccroche uniquement à son travail parce que c'est un petit peu tout ce qui lui reste dans la vie. Mais c'est qu'il y a beaucoup de personnages, ils sont caractérisés d'abord par leur fonction. Le pharmacien, le bistrotier, le boulanger, le maître d'hôtel, voilà, ils ont tous une profession, mais ils ont tous une épaisseur. Oui, j'ai essayé de leur donner de l'épaisseur. C'est pas simplement des marionnettes. Non, ils sont tous un peu acteurs, pas principaux, mais quand même, ils comptent dans l'histoire. Ils ont une femme, chacun. Oui, ils ont chacun une femme. Oui. Voilà, alors là aussi, des couples, il y en a parié, d'autres qui le sont moins. Et en 3 jours, Ex-Braya va pratiquement tous les rencontrer. Oui. Et le bistrotier, par exemple, va lui faire goûter le floc. Alors, floc. Alors, le floc, c'est l'apéritif gascon. Donc, 2 tiers de jus de raisin, 1 tiers d'armagnac. Vous voyez, c'est pas très fort. Ça boit... 17 degrés. 17 degrés. C'est pas très fort. Voilà. Ça se boit très frais. Non, on de rien. C'est pour les 3e mi-temps, ça. Ça se boit frais et avec du foie gras, c'est encore mieux. Oui. Alors, floc, garbure. La garbure, c'est la soupe. Donc, la soupe avec des légumes et de la viande, évidemment. Alors, la viande, quand même. C'est de chez vous, là aussi. Ah oui, évidemment. Alors, moi, j'ai donné la recette de la garbure landaise. Parce que il faut savoir qu'il y a la garbure béarnaise aussi, qui sont... Rien d'intéressant, les béarnais. Mais les landais, alors. Il y a du jambon. Ah, il y a du jambon, Et avec le gras. Et avec le gras, oui. Mais vous n'en mangez pas. Non. Non, c'est ce que je disais, j'ai un rapport à la gastronomie. Dans la fiction, ça va, quoi. Ça va bien. Et puis, aussi des confits de canard. Ah oui, le confit de canard, oui. C'est ça qui donne, parce que autrement les légumes, même si les haricots sont délicieux, il faut du chou, mais enfin il faut du confit quand même. Il faut du confit quand même. Donc on va avoir un certain nombre de repas comme ça, de recettes de cuisine, et même il arrive à 5 heures de l'après-midi et on lui dit, Monsieur Ex-Braya, un petit casse-croûte quand même. C'est ça, alors un petit casse-croûte, lui s'imagine un petit bout de pain avec une tranche de jambon blanc peut-être. Mais alors là, il va être servi. Génial, quoi. Voilà, avec le vin de la région aussi qui est le Tursan. Voilà. Donc, il va y avoir aussi, parce que le chef de cuisine est italien, donc il y a toute une pente. Ça, c'est des romans. Ça renvoie à toute une pente d'Ex-Braya. J'ai voulu que le cuisinier soit italien, puisque pas du tout landais, lui. Hein. Non, c'est un réfugié, voilà. Et Ex-Braya a écrit tellement de romans qui se passent en Italie avec tellement de recettes. Je dis, il faut à tout prix que mon cuisinier soit italien pour qu'il lui fasse manger les plats que lui-même évoquait dans ses romans. Donc c'est mise en abîme. Bien sûr, et tout avec à fait. Le plaisir de... Voilà. Et ce qui permet de savoir dans quel roman on en parle. Voilà. Non, mais on a parlé d'un certain nombre de personnages, de bistrot, de boulanger, etc. Oui. Mais on n'a pas parlé du SDF. Alors, on va peut-être y arriver dans les 10 dernières minutes de notre rencontre. RCF à Saint-Étienne, sur le 94.7. Donc, si j'ose dire, on vous a mis l'eau à la bouche avec Serge. Floc, garbure et coup fourré. Alors, on sait le floc, on sait la garbure. Les coups fourrés, eh bien, ils vont arriver après le départ d'Ex-Braya. Et on a compris que ça va avoir rapport peut-être avec ce fameux trafic de drogue, mais on n'en sait trop rien. Et oui, voilà. Donc, à chaque fois que mon commissaire pense avoir une piste, il se rend compte que c'est une voie sans issue. Et voilà, les coups fourrés, c'est pour lui, quoi. Et il mène l'enquête, mais il n'y arrive jamais. Alors, le plaisir du lecteur, c'est à la fois d'anticiper, oui, de faire l'enquête, de suivre, parce que vous donnez quand même des indications pour faire qu'on aille sur les fausses pistes. Vous êtes un peu vicieux, si j'ose dire. Hein. Vous nous embarquez en permanence et puis Oui, ben c'est tout le bonheur du roman policier. C'est en tant que lecteur, moi j'aime bien. Et des fois à trouver qui a fait quoi, mais aussi des fois j'aime bien me faire berner, quoi, parce que manipuler, c'est très jouissif de savoir que on croyait ça et puis non, finalement c'est pas du tout ça, quoi.
Alors Jacques, ce fameux SDF, il est vraiment attendrissant, notre SDF. Eh ben oui. Oui, mais est-ce que vous pouvez en nous dire plus sur le personnage du SDF? Oui. Mathieu. 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 Alors Mathieu, c'est un. Alors le personnage du SDF, je l'ai un peu piqué à Exbraya parce que dans son roman Pour ses beaux yeux. Alors vous voyez, chaque fois, hop. Oui, oui, il y a des choses comme ça. Il a écrit un roman qui se passe à Auch, donc c'est très près de chez moi, c'est à 100 km de Mont-de-Marsan, et il y avait un SDF qui s'appelait Mathieu. Alors j'ai dit. Bon, dans le roman d'Exbraya, il n'a pas du tout le même rôle. Mais moi, j'ai dit, je vais reprendre ce prénom et puis je vais lui inventer une histoire un peu tragique, quoi. En fait, il s'est fait piquer sa femme par instituteur, très bon instituteur, pignon sur rue, un notable de la ville. Il se fait piquer sa femme qui part avec un acteur soi-disant acteur, on ne sait pas trop. Et puis, en fait, la femme plaque aussi l'acteur et elle s'enfuit avec un bellâtre à l'étranger, voilà. Et du coup, ce pauvre Mathieu, il s'est mis à boire, quoi, parce qu'il était tellement désespéré que il noie son chagrin dans la boisson. Quand il a vraiment besoin de réfléchir, parce qu'il y a des moments où il a besoin de réfléchir, il boit plus que de l'eau. Voilà, il se met au château La Pompe, oui, comme je dis dans le livre, c'est-à-dire qu'il se prend, il connaît le commissaire et il l'aime bien, et il se sent investi de la mission d'aider le commissaire dans son enquête, de surveiller. Personne ne fait attention à lui finalement. Il fait partie du paysage. Ah oui, complètement. Et chacun l'aide d'ailleurs, c'est attendrist,ant parce que il y a un paysan qui le loge. C'est ça. La femme lui lave le linge. Les employés des douches municipales les ouvrent avant pour qu'ils puissent y aller. C'est la vie de province des années 60 avec la proximité. Exactement. Parce qu'il est alcoolique, hein, disons les choses comme elles sont, mais il tient à être présentable. Voilà. Voilà. Et puis, et là, c'est bien Exbraya. Moi, je le connais pratiquement pas, Exbraya, mais je m'imagine que c'est comme ça. C'est quand même les Français avec leurs caractéristiques, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas triste, mais déjà il y a 50 ans, toujours en train de se plaindre, toujours en train de gueuler. Et vous faites une différence entre le blanc limé et le rouge. Expliquez-nous. C'est deux types de comportements pour expliquer la même réalité. Ça, c'est sublime, ça. Oui, c'est ça. Alors, je sais qu'il y a des fois, quand j'étais petit, je voyais quand j'étais plus jeune, je voyais des gens à 7h du matin attaquer le blanc limé. Il faut avoir le moral. Oui, il faut avoir l'estomac aussi, parce qu'il faut le digérer après. Voilà, mais en fait, tout ça, voilà, c'est des querelles de clocher, quoi. Il y en a qui préfèrent le rouge, mais en fait, ils noient quand même leurs idées dans l'alcool aussi. Voilà, et puis, alors, il y a Saint-Sevé, mais il y a aussi l'histoire parallèle de nos trafiquants, parce que dès le début, on sait que le trafic a bien lieu, que voilà. Mais alors, vous avez un subterfuge. Est-ce que c'est Exbraya qui vous a donné l'idée ? Ils existent, c'est des gens de Saint-Sevé, mais ils ont des surnoms. Oui, c'est ça. Alors non, ça c'est pas Exbraya, ça j'ai tourné un peu dans ma tête comment parler des choses sans nommer les coupables, autrement il y a plus de suspense. Voilà. Donc je me suis dit, c'est une organisation où les gens, ils ont des noms d'animaux, ils ont des pseudos, c'est des animaux, c'est l'écureuil, c'est l'ours, c'est le coyote. Le lion, le loup. Le loup, voilà, le loup, c'est ça, le loup. Donc, en fait, je fais parler des gens en donnant leur nom et je dis, voilà, ils parlent au loup. Mais en fait, on ne sait pas qui c'est le loup encore. Mais ça m'a permis d'avancer dans l'histoire en disant assez sans en dire trop. Et ça, c'est le plaisir aussi du lecteur, bien entendu, parce que c'est un jeu, tout ça. Bien sûr. Mais le plaisir de l'écrivain aussi. Vous aviez tout combiné à l'avance, s'est fait comment ? Oui. Ah oui. Moi, en général, quand je commence à écrire, je sais comment je finis. Donc, tout ça a été planifié à l'avance, oui. Alors ça c'est incroyable, hein. Page 147, on l'a cité hier. Il y a un personnage piégé avec ça d'ailleurs. Parfaitement détestable, qui se la pète considérablement et qui change de nœud papillon tous les jours. Oui, mais vous mettez pas un nœud papillon tous les jours. Vous le mettez pour les grandes occasions. Ah, pas du tout. Maintenant. C'est maintenant en plus, oui. Maintenant. Enfin, je m'assimile pas quand même à votre Dupuis. Non, quand même. Non, parce que c'est vraiment. Alors, là aussi, il y a le plaisir d'en faire des affreux.
Bien sûr, ah oui, c'est très réjouissant d'en faire des affreux. D'ailleurs, dans la vie, il y en a des affreux, et c'est un peu se venger sur les affreux qu'on a connus que de les mettre en scène en exacerbant justement leurs traits de caractère détestables. Alors, dans ce petit Saint-Sevé apparemment tranquille, je sais pas, je pensais à Saint-Bonnet-le-Château, par exemple. 5000 habitants, superbe, les alentours, une collégiale magnifique. C'est un nid de vipères. Et pourtant, oui. Regardez-le, cet homme, il est bonhomme, il est chaleureux, un peu comme Ex-Braillard. Ben oui, c'est un peu ce qu'on dit aux auteurs de romans policiers. Comment vous pouvez nous écrire des histoires aussi horribles alors que vous paraissez si gentil, quoi. Ben exactement. C'est un défouloir. C'est un défouloir. Ben oui, voilà. Dans la fiction, on peut tout se permettre, donc c'est très agréable. Voilà. Alors, celui-ci, bien, ça y est, l'aventure avec Ex-Braillard, personnage de roman, est terminé. Vous n'allez pas lui faire... Non, je vais pas l'amener ailleurs. Je pense que ça se... Non. Les réactions de vos lecteurs, parce qu'on vous connaît, vous êtes correspondant de presse, vous avez écrit plusieurs livres, on vous connaît dans la région, et ça marche, ça leur plaît bien? Oui, ça marche. Oui. Il y a des gens qui sont très contents, qui l'ont lu, qui me font des retours élogieux, qui l'ont trouvé bien. Alors le prochain? Alors le prochain, je me suis donné un challenge parce que celui-là, c'est mon 7e et c'est mon 7e roman policier. Et depuis longtemps, j'avais dans l'idée d'écrire un roman où il n'y ait pas de meurtre, donc pas d'assassin, pas de poignard, pas de coup de revolver. Voilà. Et donc j'ai écrit mon premier jet que j'ai envoyé à l'éditeur. Je lui ai soumis. Il m'a dit, écoute, on va le faire. Donc si tout va bien... En mars 2025, il sortira. Et c'est d'ailleurs, on en parlait hier, dans ce nouveau roman, il y a un petit écho aussi à Ex-Braillard, puisque je mets en scène une personne qui vit dans une ville des Landes qui s'appelle Morsinx, avec un passé minier important, puisqu'il y avait une mine de lignite pendant des années que EDF exploitait. Voilà. Et cet homme est très attaché à sa terre. Un petit esprit Ex-Braillard. Bien que je ne l'ai pas du tout écrit dans ce sens-là, mais voilà, moi, je suis certainement influencé. Voilà, il ne vous lâchera pas. Oui, mais je suis certainement influencé par son ombre. Oui. Voilà, écoutez, merci. Donc Serge Tachon, Floch Garbure et Coufouré, Charles Ex-Braillard visite les Landes aux éditions Le Geste Noir. La semaine prochaine, j'aurai encore la chance d'être avec vous, Jacques, puisque Anne-Marie ne peut pas être là. Et nous recevrons Marie Sizun, qu'on connaît bien à Saint-Étienne, pour son dernier livre chez Arléa qui s'appelle 10 Villa Gagliardini. Un très très beau livre. Un très beau livre, hein. Ouais, j'ai commencé. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, Amical Laïc Bisillon à 17h pour ce nouveau numéro d'À plus d'un titre. Merci à Marc Hiver pour la réalisation technique et à bientôt.